Bienvenue sur Immédiat, Quantique Planet, pour cette deuxième partie avec Franck Lobvé. Je vous rappelle le titre du livre, Un homme debout, aux éditions Atlante, avec un S. Vous pouvez vous procurer directement le livre sur le site de la maison d'édition. Et vous avez tous les liens, je le rappelle, dans le descriptif sous la vidéo. Vous cliquez, ce qui vous ramène sur le site d'Immédiat, et vous avez toutes les infos possibles et imaginables pour ceux et celles qui le souhaitent. Franck, j'aimerais aborder avec toi une thématique qui dans le livre est faite d'une manière mais magistrale. C'est sur cette notion de multi-émanation que l'être que nous sommes a l'occasion de produire, et sur cette notion de karma et qu'est-ce que ça implique. Figure-toi qu'il y a un livre qui vient de sortir aux éditions Mama Édition, avec Stéphane Alix qui écrit ce qui lui est arrivé, où il parle de cette autre vie qu'il a eue en tant que SS durant la Deuxième Guerre mondiale, mort en 1942 sur le front russe. Et ce qui est très intéressant, c'est que Stéphane, à travers son parcours et son enquête, constate que l'idée qu'il avait de la réincarnation ne joue pas ici, à savoir que la question, les questions, les nombreuses questions qu'il se posait, c'est finalement, je suis là, est-ce que cette entité avec laquelle je parle, je discute, est une version décédée, mais auquel cas, qu'est-ce que je suis? Quelle part de lui en moi? Est-ce qu'elle peut exister indépendamment de moi, tout en étant moi une part d'elle? Toutes ces questions amènent donc sur la multidimensionnalité que tu expliques à Christelle Seval, mais alors d'une manière waouh, et notamment avec l'impact qu'il peut y avoir à vivre ces fameuses émotions dont tu parles de notre vie, du quotidien. Tu donnes de nombreux exemples, que ce soit celui du trappeur ou de l'esclave qui est poursuivi par un chien, et de ce qui se joue dans notre vie ici. Alors, je vais te demander, je ne sais pas si tu pourras refaire, je ne sais pas les exemples que tu pourrais nous citer, mais nous faire un petit topo, parce que c'est complètement, j'allais dire, magique de voir la perfection de ce qui se joue et comment ce que l'on vit dans cette vie-ci peut débloquer d'autres vies, et ainsi de suite. Et quand on parle de débloquer, c'est peut-être là où de voir finalement la finalité, j'en sais rien, mais en tout cas comment les différentes parts de nous-mêmes s'exprimant peuvent aider à faire disparaître certaines parts d'elles-mêmes. Je ne sais pas si la fin de la question est forcément super raccord, mais voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Parce que, en fait, comme j'ai écrit le bouquin, je sais à peu près de quoi on parle. En fait, ce serait peut-être presque dommage, je pense, de refaire une redite sur le livre, c'est-à-dire de redonner des exemples de je suis en train d'expérimenter ceci ici et maintenant, une autre part de moi dans un autre espace-temps qui en linéaire peut paraître passé ou futur et simultanément en train de vivre une autre expérience. Ce qui est bon de retenir, c'est qu'on est en lien avec notre partie non physique et invisible, et que donc il y a une véritable porosité entre toutes ces dimensions. La porosité, elle devient concrète pour nous via le biais du deuxième centre d'énergie, du deuxième chakra, qui lui en fait c'est le centre qui gère effectivement le monde émotionnel. Et c'est par cet endroit-là qu'on va trouver les couloirs qui nous connectent avec d'autres parts de nous en expérience. Plus concrètement, ça signifierait que je suis parfois habité par des émotions sur ce plan qui sont une sorte de partage avec moi en expérience sur d'autres plans. C'est ainsi qu'on peut voir des enfants naître et souffrir d'une phobie alors qu'ils n'ont jamais été mis en contact avec l'objet de leur phobie. Pourquoi certains arrivent avec la peur de l'eau, d'autres avec la peur du feu, d'autres la peur du vide, d'autres la peur de certains animaux, etc., etc. Et en fait, c'est cette mémoire cellulaire, puisque les cellules, elles, de notre corps sont en lien constant avec toutes nos émanations. C'est cette mémoire cellulaire qui s'active et qui crée chez nous, en fait, ces troubles émotionnels. Donc, plutôt que de redessiner ce tableau qu'on va laisser tes auditeurs redécouvrir dans le livre,
Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que réfléchir à pourquoi je ressens une émotion n'est pas forcément la bonne solution. Se laisser traverser, comme ça vient de nous arriver tous les deux, c'est-à-dire de laisser, lorsqu'elle se présente, l'émotion nous traverser, quitte à se retrouver devant des caméras, la morve-au-nez et la larme à l'œil, tant pis pour l'image et tant mieux pour le vécu. L'idée, c'est de ne pas réfléchir et de se laisser traverser comme les enfants font. Donc on rit, on pleure, et c'est de la vie, ça s'appelle de la vie. Ce qui peut être... ce qu'on pourrait peut-être ajouter à ça, sans spoiler donc, ce qui se passe dans le livre, ce qui peut être intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, la course au bien-être dans laquelle on est engagé, nous qui sommes conscients d'être nous en 2017, n'est pas forcément du bien-être quand on tient compte de l'immensité de l'équation. Je considère que nous sommes ici, dans notre expérience d'une humanité en 2017, dans un endroit relativement sécurisé pour ce qui est de vivre nos émotions. Le pire qui puisse nous arriver là, par exemple nous deux, c'est effectivement de nous retrouver la morve-au-nez devant une caméra. En 1200, quand tu voles une pomme, on te coupe la main. En 2017, quand tu te voles une pomme, on te dit « faut pas voler la pomme ». Et il y a une immense différence d'expérience entre l'humanité de 1200 et l'humanité de 2000. Et je crois qu'on est dans un environnement tellement sécurisé qu'on peut peut-être se permettre, toujours dans cette idée de tenir notre poste, c'est-à-dire d'assumer la part de l'équation qui se joue malgré moi, d'accepter d'être traversé par ceux qui désirent nous traverser. Car lorsque je refuse l'émotion parce que je ne veux pas paraître fragile, je ne veux pas paraître sensible, je ne veux pas créer de vagues autour de moi, j'ai peur de blesser, j'ai peur d'être vu, etc., etc., peut-être que cette fréquence qui a besoin d'être conduite par moi, je suis finalement en train de la refiler à une autre émanation de moi qui va être obligée de se colter ce que moi je ne veux pas regarder en face et assumer. Donc c'est ça que j'aime bien, en fait, tu sais, dans cette équation que je décris dans le livre à travers des expériences simultanées, c'est que si chacun tient bien son rôle, en acceptant d'être ce qu'il est, et je parle bien d'une acceptation matérielle, c'est-à-dire je me reconnais être le con que je désignais à l'extérieur, et non pas une posture ésotérique de j'accepte. Lorsque j'assume cette part-là, j'ai le sentiment de tenir mon poste correctement, c'est-à-dire de ne pas refiler à des doubles de moi, des petits Franck dans une cour d'école quand j'ai 5 ans, ou d'autres Franck dans une exploitation d'esclaves il y a 200 ans auparavant. Je ne vais pas leur refiler quelque chose que moi je ne voudrais pas assumer ici. Donc ici, accepter de vivre comme un enfant, c'est-à-dire dans la spontanéité de je pleure quand ça pleure et je ris quand ça rit, ça colle avec l'idée de tenir son poste. Cela dit, je voudrais quand même rappeler à tout le monde que tout ceci n'est que des mensonges. C'est-à-dire que lorsqu'on raconte l'histoire d'un esclave poursuivi par des chiens, ou d'un nazi faisant des expériences sur des enfants, ou de Franck d'il y a 5 minutes, on est en train de parler de notre rêve. Tous les chercheurs qui te regardent savent, parce qu'ils ont creusé, qu'ils ont cherché, ils ont compris qu'on était dans une illusion réelle, c'est-à-dire dans une espèce de rêve éveillé, dans lesquels les sensations sont concrètes, mais qui, une fois qu'on est passé de l'autre côté du voile et qu'on a enfin contacté la mort, on se rend compte qu'on est toujours vivant alors qu'on est mort. Et cette perspective nous rappelle à quel point, ici, on vit des expériences concrètes, réelles, physiques, dans une expérience finalement totalement illusoire. Donc l'idée, c'est de ne pas se prendre les pieds dans le tapis de l'identification, en disant j'ai été ceci, j'ai été cela, c'est pour ça que je suis comme ci et c'est pour ça que je suis cela. Je me sers en fait des histoires qu'on va raconter dans l'espace-temps, la sorcière qui brûle sur le bûcher, l'inquisiteur qui l'a désigné comme coupable, et tous ces jeux-là, comme étant des moyens de véhiculer de l'émotion, c'est-à-dire des fréquences énergétiques. Si je veux te transmettre une fréquence énergétique, je dois te raconter une histoire.
Quand je raconte l'histoire n'est pas plus réelle ou pas réelle, c'est pas la question. Est-ce que c'est vraiment arrivé? C'est pas la question. Est-ce que je vais avoir des preuves de ça? C'est toujours pas ma question. Je ne suis pas en train de chercher à prouver que l'invisible est réel. Donc pour moi, il n'y a aucune importance à aller chercher la preuve que je suis bien en vie dans d'autres couloirs du temps. Ce qui est intéressant de là où je regarde, c'est de comprendre que l'histoire que je vais raconter lorsque je vais parler du nazi que je fus, ou de l'égyptien que je fus, etc., ça va être juste un moyen de véhiculer une fréquence énergétique. Lorsqu'on prononce des mots, on prononce des fréquences énergétiques. En quelques mots, on décrit des fréquences. Si par exemple on dit les mots les uns au bout des autres comme le désert, le sable, la chaleur, une tôle ondulée, un lézard, implacable, aride, ossement, chaleur. Je décris avec les mots simplement une fréquence énergétique. Maintenant, si je prononce les mots forêt primaire, mousse, verre, pluie, eau, boue, humidité, champignons, je décris une autre fréquence. Chacun qui écoute ces mots-là va toucher une fréquence différente. Lorsque je raconte l'histoire de la sorcière qu'on va attraper par les cheveux et qu'on va traîner jusqu'au bûcher, je raconte une fréquence énergétique. Lorsque je la transmets, je me contrefous de savoir si l'histoire est vraie ou pas. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que l'énergie qui se dégage des mots prononcés touche ou pas. C'est ça en fait qui est juste. Ce dont on fait l'expérience, ce sont de fréquences énergétiques, pas des histoires qu'on raconte. Donc il y a un piège lorsqu'on se met à creuser dans la multidimension, qui est la quête de devenir Napoléon ou Ramsès II, et de, une fois de plus, s'identifier au héros que je ne suis pas ici. Comme ici, je suis un médiocre petit humain, je vais avoir tendance à aller trouver une histoire extraordinaire en étant une fabuleuse victime ou un fabuleux héros dans un destin invisible. Et cette tentative-là, elle va aboutir à nouveau à un espèce de bloubi-boulga spirituo, émotico, je sais pas quoi, qui va aboutir à rien d'autre que mastiquer le nombril. L'idée, c'est de savoir que l'histoire véhicule simplement une fréquence et que lorsqu'elle nous touche, elle peut nous amener à ressentir une fréquence qui va nous traverser et ainsi libérer quelque chose en nous dont on n'est pas obligé d'avoir les tenants et les aboutissants. On se sent plus léger après? Merveilleux. C'est cool. Et c'est plutôt là que j'ai envie de rester. Tu vois, la tentative des chercheurs que nous sommes va être tout de suite d'aller creuser pour savoir qui je suis, alors que qui je suis, je le rappelle, c'est tout ce que nous ne sommes pas et qui se présente à nous en permanence. Dans ce sens-là, tu précises dans le livre que toute émotion qui refusera d'être vécue va créer une autre émanation pour pouvoir, elle, vivre cette émotion, puisque tu parles de soulager tes autres émanations. Voilà, donc ce qui va engendrer cette notion de karma. Et c'est ça en fait que je voulais vraiment remettre en cause dans mon discours, c'est-à-dire que pour les besoins de l'explication, j'explique ça comme ça dans mon livre, mais je t'engage à remettre ça en cause en comprenant que tout ceci est rentré dans un cercle de perfection qui fait qu'on ne se loupe jamais. Il n'y a pas « Oh zut, moi j'ai pas fait le boulot, alors c'est l'autre qui va se taper le boulot ». Je transmets les choses comme ça parce que dès que nous sommes coupables, on se remet en route. Et si je vous rends coupable de ne pas vivre vos émotions tout de suite, vous allez dire « Ah ouais, putain de merde, non, faut que je me bouge le cul pour mes autres émanations ». Mais tout ceci rentre dans un cercle de perfection qui fait que non, on ne va pas ne pas tenir notre poste. Car raté ou pas, ça rentre même pas en ligne de compte. Nous serons qui nous sommes du début à la fin. Ça n'entre pas en ligne de compte. Je raconte cette histoire en linéaire avec des sentiments de gagner, de vaincre et de perdre, etc. Pour les besoins de la discussion et pour qu'on comprenne le véritable mouvement sous-jacent à tout ça. Mais finalement, en fait, on n'est que face à de l'énergie qui cherche à circuler pour aller d'un point A à un point B, qui cherche à être conduite. Tout ceci, ce n'est que de l'énergie circulant. Nous, on raconte des histoires pour véhiculer cette énergie, pour se comprendre, pour échanger les uns avec les autres, mais de grâce, ne nous accrochons pas à ces histoires-là. C'est juste pour nous permettre de revenir à la simplicité de vivre sa vie. Alors dans cette notion de karma, tu mentionnes dans le livre qu'aujourd'hui, dans cette linéarité, au regard des autres, enfin d'un passé, puisque tu parlais du XIIe, XIIIe siècle et aujourd'hui, 2000,
cette notion de karma, comme si il devait se manifester dans cette vie-ci. C'est comme si c'était quasiment immédiat, ou qu'il n'y avait pas forcément besoin, à l'aune de ce qu'on pouvait imaginer, se dire, bon alors voilà, la notion de karma, si je fais pas ci, je vais avoir ça dans une autre vie, ou etc. De ce que j'ai cru en comprendre, c'est quasi immédiat dans cette vie-ci déjà. En fait, la première chose à propos du karma, moi je ne crois pas aux punitions et au mérite. Hein, pour moi, c'est complètement Ouais, hors ouais, non, il sujet. s'agit de cause-effet. D'accord. Hein. Karma, c'est ce que ça Ok. veut dire. L'idée, en fait, autour de ça, c'est que je ne peux pas ne pas m'occuper de ce que je crée. Nous sommes des bons pères, tous autant qu'on est. Et pas dans son acceptation masculine du terme, mais dans son acceptation créateur. Nous sommes des bons pères, c'est-à-dire que tout ce que nous mettons au monde nous revient. Ça, c'est l'échange qu'il y a entre moi et la matrice. J'envoie, je reçois ce que j'envoie, je suis un père pour ma création. Donc tout ce que j'ai mis au monde, je vais devoir le conduire. J'entends par conduire l'idée d'une charge énergétique qui va traverser le tube que je suis, puisque nous sommes des tubes sensoriels, comme on l'a vu au début de notre entretien. Donc la notion de karma, elle est juste que tout ce que j'ai mis au monde, je vais devoir le traduire, en acceptant que ça me retraverse de nouveau. C'est aussi simple que ça. Et j'ai oublié la suite de ta question. Sur le fait que tout se produit dans cette notion de karma, dans cette effectivement, nous sommes actuellement, donc en termes linéaires, c'est pour ça que je dis actuellement, une partie de nous-mêmes qui semble être à même de comprendre le jeu ascensionnel dans lequel nous sommes pris. Il y a une compréhension qui se fait donc ? Oui, c'est pas une compréhension, c'est un moment particulier de l'équation, un endroit particulier de l'équation, parce que le moment et l'endroit sont des synonymes, donc un endroit particulier de ces multi-émanations où nous sommes en train, si tu veux, de réunir la conscience d'être quelque chose de plus que la petite part. Donc nous comprenons de plus en plus, j'ai envie de dire, je dis de plus en plus parce que moi, je suis attaché à ce mouvement-là. Hein. Quand les gens prononcent de plus en plus, quand les gens prononcent les gens, ils ne parlent que d'eux-mêmes. Hein. Donc là, quand je dis les gens ou de plus en plus, je parle que de moi. Je suis dans un mouvement où je prends de plus en plus conscience que je suis en train de réunir mes différentes parts. C'est le mouvement ascensionnel. Le mouvement ascensionnel, ça consiste finalement à récupérer ce que j'ai semé. Donc, aujourd'hui, plutôt que de semer quelque chose et le récolter avec une autre émanation, je récolte avec l'émanation qui a semé, en direct. Et c'est ça, en fait, la différence avec ce que je peux vivre dans d'autres émanations. J'ai d'autres expériences où lorsque je sème quelque chose, je meurs et je vais le récolter dans une autre expérience. Dans cette vie-là, la fréquence énergétique de la sphère sur laquelle je suis incarné, la planète Terre, est devenue d'une telle intensité que lorsque je sème, c'est moi, dans la même incarnation, qui récolte. Ouais. Ça va ? Ah ouais, très bien. Ok. Je pensais à la suite sur une question qui m'a échappé, mais ça va me revenir. De mon point de vue, enfin, ce que je constate, et puis bon, de l'autre côté, ça valide forcément ce que je peux penser de la vie ou du monde, c'est que j'avais commencé à découvrir cette approche, ce regard sur le monde que tu as, via notamment Christophe Alain. Ça a été le premier qui avait dans ses propos amené une certaine forme de cohérence à travers différentes visions que j'ai pu trouver à travers le monde, dans le milieu aussi bien mystique, ovni, et puis bon, bien entendu, découverte de soi, spiritualité, etc. Enfin, voilà, différentes approches de par le monde. Et Christophe a été le premier à mettre ça en perspective, si je puis dire, avec une certaine forme de cohérence. Puis, je t'ai découvert, j'ai découvert Jean-Pierre Martinez, et depuis lors, je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui ont cette vision, alors
tout à l'heure, tu parlais de cette vision dualiste, hein, puisque nous sommes dans un monde matériel où il y a forcément ces deux polarités qui sont présentes pour faire exister tout ça. Mais en même temps, à travers ces deux polarités qui forment le monde matériel, il y a un regard qui est porté dessus, qui lui change radicalement à l'image de ta vision ou de celle concomitamment ou correspondante plus ou moins, chacun à la sienne, mais dans cette vue globale, où il y a cette reconnaissance de ce qui est traversé en émotion, en énergie, et de pouvoir le mettre en mots. D'ailleurs, tu apprécies, tu trouves que le terme pour toi traducteur est le plus approprié, plutôt que clairvoyant, clairaudient, d'arriver à mettre en mots ce que tu ressens, et de la manière dont tu peux le véhiculer avec facilité au plus grand nombre. Et donc je peux, pour ma part, que constater ce nombre de plus en plus conséquent de ces gens qui posent sur la vie ce regard où tout est énergie, où il y a effectivement cette part de découverte de soi à travers les expériences, sur le fait de vivre ses émotions. Et je voulais savoir ce que tu pensais alors je ne sais pas si on peut parler d'état de fait, parce que finalement, il y en a qui ne le sont pas dans l'humanité, et qui n'ont pas cette vision et qui restent très bien. Voilà, il y a le bien, le mal, la victime, bourreau, sauveur, dans ce genre de considération. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça laisse envisager sur une sorte d'avenir ou de potentialité, puisque tout à l'heure tu parlais des différentes potentialités, mais qu'est-ce que ça laisse envisager de ce que nous sommes collectivement en train d'amener, notamment sur cette vision qui est multidimensionnelle, si on peut dire ça comme ça? Ok. Je peux pas ne pas te répondre quand même ça. Hein, je rabâche un peu, mais je suis obligé de le rabâcher. Le boucher charcutier du coin, il trouve que les gens mangent de plus en plus de côtelettes d'agneau. Chacun est occupé par son propre sujet. Toi, tu vois de plus en plus parce que c'est ton boulot et que tu es focalisé là-dessus. Donc, c'est ta perspective. Tu es en train de regarder ton monde. Et tu es en train de me poser une question à propos du monde. Oui. Le monde n'existe pas. Ton monde existe, mon monde existe, et le monde est un grand mystère. Cela dit, je peux te répondre donc de là où je regarde, mon monde. Et dans mon monde, on est simplement dans une période, puisqu'on regarde ça en linéaire, on est dans une période où on est en train d'accepter d'être responsable de notre création. C'est-à-dire d'être responsable de notre point de vue. Alors au début, si tu veux, on commence par des balbutiements qui vont être de commencer d'accepter d'être responsable de ce qui nous arrive dans la vie. Et puis, au fur et à mesure de notre ouverture à ces notions-là, on finit par comprendre que le corps humain est une machine un peu spéciale. Parce que les cônes qui sont dans nos yeux nous permettent finalement d'interpréter l'énergie et de la tourner en forme. Et finalement, c'est celui qui regarde qui donne la forme à l'énergie. Le monde est énergie, et c'est nous, avec notre système sensoriel, qui lui donnons forme. Nous pensons que le monde a une forme et que nous contemplons le monde. Alors qu'en fait, créer, c'est le contempler. Le fait, en fait, de percevoir le monde lui donne une forme. On croit que, habituellement, que le monde a une forme, que nous, on peut contempler cette forme, et que suite à la contemplation de cette forme, on va, si tu veux, devoir se comporter vis-à-vis de ça. J'aime, j'aime pas, ça me fait souffrir, ça me fait pas souffrir, je veux le changer, je veux pas le changer, je vais me battre contre ça ou pas, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai une autre perspective. Le monde, en fait, est toujours le maelstrom énergétique que tout le monde peut décrire, c'est-à-dire les plus spirites comme les plus scientifiques, nous sommes dans un maelstrom énergétique. Et ce maelstrom énergétique prend forme par celui qui entre en relation avec lui. Je dis entrer en relation plutôt que percevoir, parce qu'on finit par croire que ce sont nos yeux qui donnent forme, alors que c'est l'entièreté de notre système sensoriel qui donne forme à l'énergie. C'est le challenge du monde que je regarde aujourd'hui, c'est de finir par prendre conscience qu'on est en train non pas de contempler le monde, ni même de contempler notre monde, mais de donner forme à notre monde en étant incarné.
c'est une autre dimension, si tu veux. Mais c'est ce que je perçois, moi, de mon monde, entre guillemets, puisque c'est moi qui le perçois. D'accord. Donc on est encore dans une autre approche vis-à-vis de ça. On peut aller très loin là-dedans. Je pense que je suis au balbutiement d'ouvrir les premiers petits tiroirs qui me font prendre conscience que la machine humaine est d'une telle complexité, d'une telle perfection, qu'on était incapable de s'apercevoir de la parfaite puissance qui nous permet de créer une planète et un univers entier dans lequel on va faire une expérience. Parce que, c'est vrai que ce que tu dis a trait notamment à la notion d'espace-temps. Puisqu'on regarde les étoiles, elles se trouvent à des milliers d'années, et elles ne représentent que leur position à un certain instant T dans le passé. Au même titre que le Soleil, quand on le regarde, en fait, il est 8 minutes en arrière, ou en avant du moins. Et la position qu'il a quand on l'observe, c'est la position qu'il avait 8 minutes en arrière. On ne peut regarder que le passé. Que le passé. Donc quand on se regarde, quand on observe notre réalité, nous ne percevons que le passé. Et nous sommes... C'est ça qui est intéressant peut-être de se dire, si nous n'observons que le passé, et que nous réagissons par rapport à ce passé, et de la manière dont ce dernier me permet de me découvrir en fonction de ce qui s'est joué peut-être plus haut, dans le fait de devoir vivre certaines émotions. Il y a encore une fois cette idée de se laisser porter. Il y a, entre guillemets, rien à faire, façon de parler. Quand je dis rien à faire, il y a tout à être. Et même si on a le sentiment de bouger, même si on a le sentiment de voyager, plusieurs fois j'avais pu lire, observer, et j'ai même eu la sensation, par moments parfois, de finalement, même si le corps se meut, de ne pas bouger, d'être un point fixe, et que c'est tout le monde qui se déplace autour de ce point fixe. Donc, si tout est vibration, nous serions en train de regarder ce que nous vibrons dans notre entièreté, mais sans avoir connaissance du plan global, puisqu'on n'est qu'une petite partie de l'équation. Comment est-ce que toi-même, t'as pas pété les plombs quand tu as eu l'occasion de voir ça? C'est parce que j'ai un mental solide et que le perché que je suis est extrêmement cartésien. Et puisque je parle de ça, je pense que ce serait judicieux qu'on dirige cet entretien vers quelque chose de beaucoup plus tangible et concret qu'ésotérique. Si je peux me permettre, avec toi, de diriger le moment. Ta question, en fait, va nous apporter... va apporter du moulin à l'intellect, et encore l'idée d'essayer de comprendre et d'étager quelque chose qui a un tel mystère et une telle merveille que c'est presque salir. Ce serait peut-être plus utile pour les gens qui vont regarder ce moment-là qu'on est en train d'échanger, de ramener ça à la vie. Pas à expliquer la vie, mais à vivre la vie, tu vois. Je ne veux pas botter en touche ta question forcément, c'est que... Allez, je réponds sincèrement, j'ai pas envie de répondre à ça. J'ai pas envie de répondre parce que c'est ésotérique, parce que ça va se perdre dans les limbes de la branlette intellectuelle et de la compréhension. C'est loin de l'immédiateté des oiseaux qu'on entend qui sont en train de brailler parce qu'ils ont vu un truc à choper. Tu vois, il y a un truc... Tu sais, c'est peut-être important aussi, juste ce qu'on est en train de dire là, parce qu'à un moment donné, on va avoir la nausée de cette spiritualité-là. À un moment donné, on va avoir envie de vomir de tout ça. De vomir ces questions, masculin, féminin, en haut, en bas, concret, pas concret, matière, éther. On va finir par avoir la nausée. C'est pas ça, s'accroupir devant ses gosses et jouer avec eux. C'est pas ça, vivre la vie, c'est pas ça. Et on finira par avoir la gerbe. Ça va finir de nous dégoûter, en fait, de tout ça. Si on ne veut pas arriver au dégoût, on a intérêt à redescendre dans nos pompes d'urgence. Donc ça serait plus aller dans le jardin, boire un coup, mettre les mains dans la terre et se balader c'est ça, en forêt. C'est ça, aller s'intéresser à la vieille qui est dehors parce qu'elle sait mieux tricoter que soi,
aller parler avec l'ancien, demander pourquoi il est en train de planter ses oignons alors que c'est pas l'époque, ou j'en sais rien, aller au cinoche, faire un truc. Ça Mais représente quoi pour toi la technologie? la forme manifestée notre, de notre énergie. La technologie va à la vitesse de notre pensée. C'est le copier-coller de ce que tu disais tout à l'heure à propos du karma. Dans cette vie, je sème, je récolte dans la même incarnation. Et c'est cette rapidité-là, en fait, qu'on voit manifester dans les nouvelles technologies. Est-ce que tu lui trouves un intérêt à cette technologie? Et quand je parle de ça, je parle notamment des réseaux sociaux. Ouais. Bon, un intérêt, en fait, je cherche pas de l'intérêt dans tout, c'est là, et ça représente qui on est. Nous, dans notre immédiateté, nous, dans notre avidité, nous, cherchant à combler le vide dont on parlait tout à l'heure, mais, mais en même temps, nous, tous liés les uns aux autres et en même temps tout seuls, parfaitement humains. Parfaitement humains. Parfaitement humains. J'aurais pas d'autres questions au regard de ce que tu viens de dire. Pas spécialement. En tout cas, je pourrais éventuellement peut-être aborder cette notion du collectif, mais comme tu le disais, c'est ça qui peut-être est en même temps difficile à intégrer. Alors, je ne sais pas si Alors, je parle. tu sais, c'est difficile à intégrer lorsqu'on essaye de tout mettre dans une seule poche, comme pour rendre tout ça cohérent. Si on prend la gymnastique, d'accepter le paradoxe dans lequel nous vivons, puisque le principal paradoxe, c'est que on ne peut pas aimer dans l'unité. On peut aimer que dans la dualité, parce que c'est dans l'endroit où on peut haïr que l'on peut aimer. Ça, c'est un paradoxe, de base. On parle de temps linéaire et simultané, et les deux coexistent. Si tu essayes de faire tout rentrer dans une seule poche, tu vas ramer. Si tu acceptes la gymnastique qui est d'avoir quelque chose et son contraire et de les laisser coexister librement sans chercher systématiquement à les englober à une seule version qui pourra ensuite te donner raison puisque tu ne seras plus jamais en contradiction, tu te reprends les pieds dans le tapis. Et c'est normal en fait que dans ta question tu t'aperçoives que tu as envie de parler de collectif et en même temps on vient de comprendre que nous étions seuls. Mais les deux coexistent. Je suis seul sur cette planète, je contemple mon propre monde, mais tu es là, je suis en train de parler avec toi, et ces deux réalités coexistent. J'aime bien l'image de la bulle. Je considère que nous sommes une sphère, exactement comme une bulle de savon. Tu vois l'image ? Toi aussi, tu es dans une sphère et une bulle de savon. Toi, tu es tout seul dans ta sphère, et moi, je suis tout seul dans ma sphère. Lorsque nos deux sphères se rencontrent, il se produit, comme avec les bulles de savon, une paroi plane. Tu vois ? Tu as déjà vu ça ? Deux bulles de savon se rencontrent et une paroi plate se forme dans la rencontre entre ces deux bulles. Cette paroi, c'est ce que je peux percevoir de toi et ce que tu peux percevoir de moi. Le reste de ma bulle te restera un mystère. Le reste de ta bulle restera pour moi mystérieux. La part de toi que je vois, c'est la part de toi qui va avec la mienne. C'est ce que nous avons en commun. C'est ainsi que le jeu de miroir fonctionne. Le collectif est formé comme ça. Ce que je vois de toi, c'est ce qui m'appartient. C'est en ça que c'est un jeu de miroir. Et pourtant, c'est bien à toi, c'est bien ta bulle, mais c'est bien ma bulle aussi. Donc il y a toute une part de toi qui reste mystérieuse, et la part de toi avec laquelle j'entre en relation, c'est moi. C'est tout ce que je peux percevoir de toi. Mais lorsque ma bulle est tronquée par ta présence, puis celle d'un autre, puis celle d'un autre, puis celle d'un autre, ce qui était auparavant une sphère devient un miroir à facettes, une boule à facettes, un magnifique diamant taillé par la présence de l'autre. C'est la présence de l'autre qui taille le diamant que nous sommes. C'est la présence de l'autre, en fait, qui nous révèle la multiplicité et la beauté de l'être multidimensionnel que nous sommes. L'autre est et n'est pas simultanément. C'est comme ça que je vois le collectif aujourd'hui. Donc, dans quelle mesure tu t'y intéresses à ce collectif ? Enfin, je ne sais pas si on peut pas même mentionner ne serait-ce que le fait de s'y intéresser, puisque tu ne vois que toi à travers ce collectif. Oui, mais je le vois
au départ, comme n'importe quel humain, parce que l'illusion est faite de façon à ce qu'on se prenne dans l'illusion. L'illusion d'une vie sur Terre est d'une telle réalité que si tu te coupes le doigt, il va te manquer un doigt. Même si tu sais que c'est illusoire. Le fait de savoir que les autres sont moi n'édulcore en rien le sentiment de leur présence. Je suis d'abord agressé par le monde, d'abord frictionné par le monde, d'abord touché et indigné par le monde. D'accord ? Le jeu est fait pour qu'on soit pris dedans et pour qu'on soit obnubilé, hypnotisé par la qualité de ce jeu. Lorsqu'un Dieu vivant crée une matrice pour s'incarner, je peux te dire qu'elle est tellement réelle qu'il va se reprendre les pieds dans le tapis 1000 fois, même s'il sait qu'il est le créateur de cette matrice. Donc les autres sont là pour moi. Les autres sont là, il y en a que je trouve magnifiques, d'autres moins magnifiques. J'en trouve des grands, des petits, des gentils, des méchants. Et le monde reste là. Et à tout moment, si dans un désir de me reconnaître ou parce que j'en ai marre de la récurrence d'une situation, j'ai envie de faire changer quelque chose, je précise mon regard, je regarde l'autre, je comprends que c'est moi que je suis en train de regarder, je me reconnais en train d'agir comme lui, cet inconnu redevient connu, et une autre facette va se présenter. Et ce n'est pas les facettes qui manquent. C'est la première fois que je t'ai rencontré, j'avais une facette de toi, et aujourd'hui je tombe sur une autre. Et demain, ça sera encore une autre. Donc, je voudrais qu'on comprenne qu'on ne va pas pouvoir vivre l'unité en gommant une partie de nous. On ne peut pas toucher le un en séparant quelque chose, même si on le cache très profondément sous le tapis, c'est pas possible. Donc, si je veux, et si je suis dans une démarche d'unité, il s'agit d'englober la dualité et pas de la couper en deux. Ce qui signifie que je ne vais pas pouvoir me séparer de certaines parties de moi pour devenir un. Et dans ce même élan, je ne peux pas nier mon expérience physique de douleur, d'indignation, de colère face à ce qui se passe dans le monde pour devenir un. C'est en l'englobant que je vais pouvoir entrer dans ma totalité, jouir de mon yin et de mon yang, enfin réunis. Donc il y a cette dichotomie. Je sais que je me regarde quand je regarde le monde, et en même temps, le monde me paraît à l'extérieur. Je sais que je me contemple, je sais que c'est mon propre déni de moi qui se manifeste, et ça n'empêche que ça me fasse mal et que ça soit douloureux. Ou que ça soit merveilleux et touchant. J'aime me sentir aimé, j'aime me sentir désiré, caressé, etc. etc. Qu'est-ce qui met en colère Franck aujourd'hui ? Je dois avouer que je pars encore bien dans la colère lorsque je vois des gens tenir absolument à se faire du mal. Je vois des gens obnubilés par l'idée d'aller dans une direction qui est extrêmement douloureuse pour eux. Il y a quelque chose en moi, en fait, qui a vraiment envie de dire, mais putain, prends soin de toi, quoi. Regarde ce que tu es en train de vouloir réellement, regarde ce que tu fais. Après, la plupart du temps, je dois avouer que c'est une feinte colère. J'utilise ce truc-là pour agiter le truc, et puis parce que c'est tellement agréable d'avoir raison. Tu sais, quand tu as trouvé un bon moyen d'avoir la bonne posture et d'avoir raison, alors là, hop, tu te mets en colère, tu sors bien ton truc. C'est juste une petite jouissance dans l'instant, d'une petite masturbation qui t'amène comme une éjaculation, c'est-à-dire le sentiment d'être important et d'avoir dit quelque chose d'important, et qui finira finalement dans du vent. Donc, qu'est-ce qui me met en colère ? Je ne sais pas te répondre comme ça. Pas plus que comme je viens de te répondre. Après, si tu veux, il y a aussi les moments où je sais pas, je vais partir. Qu'est-ce qui me met en colère ? Des crises d'ego, des crises d'identité, c'est tout. Hein. Après, en fait, comme on en fait tous, tu vois. On te dit que t'es comme ça alors que t'es comme ça, alors tu montes sur tes grands chevaux, puis tu fais ta bataille. Mais non, j'aboutis à la même masturbation pour obtenir raison et prendre pouvoir. Mais voilà, quoi. Tu vois, sinon, non, c'est pas de la colère. Mais je sais que la colère, c'est l'annonce de la peur. Hein. J'ai capté le truc maintenant. La colère, c'est de la peur. Et la tristesse, tu la places où là-dedans ? Parce que plutôt que quand tu parles du collectif ou d'un individu qui se fait mal
et qui a besoin de se faire mal. Ouais, c'est Moi, ça, il y a c'est plus de pas, tristesse. c'est pas tant la colère que ça suscite, c'est vraiment de la tristesse. Bah oui, c'est ça, bah, c'est parce que on sait qu'on est de la même famille quelque part. On est touché par ce qui arrive à tout le monde parce que quelque part c'est aussi à nous. Puis quand on le perçoit, c'est que c'est à nous, donc ça renvoie dans notre système. C'est notre fragilité d'humain. Nous sommes fragiles, nous sommes sensibles, nous sommes touchés. Alors, est-ce qu'il y a plus dans le process de reconnaissance de nous, de ce que l'on est à l'extérieur? De ce que j'ai pu constater, c'est que il y a différentes phases à cette reconnaissance. La première, qui jaillit régulièrement, c'est la colère. C'est comme si on s'en voulait d'avoir été ce qu'on a été et d'avoir été, entre guillemets, dupe ou d'avoir fait le jeu du bourreau, entre guillemets, d'être, voilà, c'est cette colère comme une manière de renier ce qu'on a été, d'avoir été trop indulgent, trop tout ce qu'on veut, quoi. Et puis en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une part de nous qui, concrètement, allez, tu savais que tu te faisais avoir, tu le savais, tu étais dans le déni, tu n'avais pas voulu voir. Mais c'est tellement dur à accepter de voir cette image-là de nous qui, finalement, on ne veut pas voir ce qui nous arrange. Pas, tu Là, vois. on est en train de faire une boucle. On est en train de revenir toujours au même principe. Avec de l'honnêteté et de l'humour, je sais que j'ai été victime de personne. J'ai créé la situation de toute pièce. Voilà, donc Est-ce qu'il y a moyen de faire... Tu es en colère après ton ex-femme. Si tu regardes plus clairement, tu t'apercevras que tu as essayé de vaincre, d'être la bonne personne, de construire ta vie, de te protéger de la douleur, que tu as essayé de déguiser tes manquements et tes perversions en des qualités, que tu as triché et que tu as tout repris dans la gueule. Tu es en colère après ton ex-patron, tu voulais prendre sa place. Alors, tant que tu le reconnais pas, bah, tu manques d'honnêteté, manque d'humour. Mais c'est tout, c'est aussi basique que ça. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'honnêteté? Vraiment? Bah, Est-ce que... ouais, bah, moi en tout cas c'est ce qui marche pour moi. C'est comme ça que moi je regarde le truc. Et Ça me demande de l'honnêteté de regarder en fait que je suis exactement comme celui que j'accuse d'être mon bourreau, mais exactement pareil. Ouais. Et comme tu parles de boucle, et c'est vraiment ça, c'est pour dire à quel point chez moi il y a cette difficulté ou en tout cas de ressasser et d'être dans cette... de ne pas vouloir entendre, ou dans cette phase de déni, ou comme si... voilà, entre le conscient et l'inconscient. Ça ne veut pas entendre, ça ne veut pas se matcher. C'est ça. Moi je Alors tu parles d'honnêteté, mais en même temps, l'honnêteté en étant vraiment honnête, je cherche... Ah non, mais l'honnêteté, moi je la place pas en moi, je me fais pas confiance au point de croire que je suis honnête. Je connais mes magouilles intérieures. Ouais, tu parles de l'extérieur. L'honnêteté, non, je la place sur la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que tout ce que je vois, c'est moi. Tout ce que je perçois, c'est moi. Tout ce que je vis, c'est moi. C'est la règle du jeu. Donc si je vis ça et si je rencontre ça, très honnêtement, puisque la règle du jeu le dit, je dois pouvoir le trouver chez moi. Et tu vas voir que ça va être assez facile, finalement, de trouver chez toi la part qui est pas si fiable que ça, pas si franche que ça, pas si transparente que ça. Et tu vas voir pourquoi tu es autant en colère lorsque tu tombes sur des gens qui sont ni fiables, ni transparents, ni stables, etc., etc. C'est tout. C'est de l'honnêteté que je place dans la règle du jeu. Dans la règle du jeu. Bien sûr. C'est là, en fait, que c'est le plus confortable. C'est dans la règle du jeu. Si tu veux, je peux te donner un autre exemple autour de ça. Lorsque quelque chose nous arrive dans la vie, ça vient à cause de nous ou grâce à nous. Quoi que ce soit. Si j'ai créé quelque chose de magnifique et de sympathique, imaginons qu'avec ce que je suis, j'ai dégagé une certaine tonalité qui fait que dans la vie, je me retrouve dans un certain confort. J'ai créé, par ce que je suis, une belle maison, un beau travail, dans lequel je me sens épanoui. Si je me mets à placer ma confiance dans l'objet que j'ai créé, ma belle maison ou mon bon travail, lorsque, par les aléas de la vie, on m'enlève ma maison ou on m'enlève mon travail, je perds ma confiance, puisque j'avais placé ma confiance dans mon travail ou dans ma maison. Ouais. D'accord ? Si par contre, je place ma confiance non plus dans l'objet que j'ai créé, mais dans le système de création, c'est-à-dire, je l'ai créé une fois, je peux le créer 2 fois, je peux le créer 10 fois. Ma confiance, elle est là. Elle est sur le fait que je suis l'instigateur de tout dans ma vie. Ma confiance, je la place là. Si l'objet disparaît, aucune importance, je le recrée dans l'instant. L'objet redisparaît, je le recrée encore. Car ma confiance, elle est posée sur le fait que je crée, pas sur l'objet que j'ai créé.
Tu vois la nuance? Donc plutôt que de tenir nos créations, les objets qu'on a créés comme étant des encres, ancrons-nous sur la faculté qu'on a d'amener ces objets dans notre réalité. Et là, on est indéboulonnable. Je l'ai fait, je peux le refaire, bien sûr, parce que je l'ai fait. Mais si au fond, on est dans la croyance que cette maison ou ce boulot nous sont tombés dessus par hasard, exactement de la même manière que quand un bourreau s'adresse à nous et qu'on se dit « il m'a agressé et c'est pas de ma faute », alors on renie notre pouvoir créateur et on perd de nouveau toute sécurité. J'accepte d'avoir créé ce qui ne convient pas dans ma vie et ce qui convient. Et ma confiance, elle est posée sur cette faculté que j'ai de manifester ce que je suis. Elle est là, ma confiance. Donc quand je manifeste un con, je suis hyper content. Quand je vois que je suis con à l'intérieur, parce que du coup, je vois bien le lien. Ça, c'est sécurisant. Puis quand je manifeste un truc joli, eh ben, je vois bien le lien, et ça, c'est sécurisant. Donc ma sécurité ne vient pas de des objets positifs de ma vie, et mon insécurité des objets négatifs. Je reste tranquille dans un espace où ce qui arrive de bon et de pas bon n'a plus aucune importance, parce que ce qui comptait vraiment, c'est que ça vienne de moi. Tu vois la nuance? Ouais. Voilà où je place ma sécurité. D'accord. Bah écoute, j'ai pas d'autres questions. Donc ça sera la fin de cette émission. Franck Lobvé avec nous pour ce livre, Un homme debout, voilà, que je vous recommande, qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà, ça vous fera du bien comme du mal. Ça vous fera bouger, c'est clair. Je rappelle que ce livre, vous pouvez l'avoir aussi en audio suite à la lecture que j'ai effectuée. Il est sur la page de l'article de Quantique Planète consacré, ou il est sur le site d'Immédiat, de toute façon vous pouvez le télécharger. Que dire d'autre si ce n'est de liker ou pas cette vidéo, de mettre des commentaires, de vous inscrire à la chaîne YouTube. Voilà, autant d'éléments qui sont intéressants pour Immédiat. Et puis si vous voulez retrouver Franck, bah voilà, vous inscrivez à un de ses stages. Certains pourraient dire ouais mais Franck putain il déconne quoi, c'est super intéressant ce qu'il dit, mais pour assister à un de ses stages c'est cher. C'est une question? Ouais. Ok. Il y a des stages à 50 €, des stages à 220 € et des stages à 1700 et plus. Et je rappelle que les stages ne servent à rien. On n'a pas besoin de faire de stage dans la vie. On n'a pas besoin de faire de stage. Voilà. Quand on vient avec des attentes, on repart avec de la déception. Quand on vient libre, on repart libre. Voilà, Franck, un grand merci en tout cas pour être venu te livrer. Écoute, hein, j'ai ouvert, sincèrement. J'ai pris plaisir à jouer le jeu avec toi. Super, merci beaucoup. À bientôt Franck. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir à tous et puis au mois prochain pour un nouveau Quantique Planète.